retour à Question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les dernières semaines ont été riches de nouvelles politiques au pays, la dernière étant le décès de Jean Lapierre mardi dernier. Ajoutons à cela les seuils d'immigration, l'autoproclamation des orphelins politiques et quelques autres sujets qui font beaucoup discuter. Donc, de quoi alimenter la chronique de Mathieu Bocoté que je salue bien humblement. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jean Lapierre est décédé donc mardi. Vous le connaissez bien, j'imagine? Je le connaissais. C'est-à-dire connaître bien. Enfin, on sait jamais si on connaît bien quelqu'un, mais on s'était croisés à quelques reprises. On en avait parlé avec plaisir. Mais je crois que je le connaissais finalement comme tous les Québécois le connaissaient. C'est-à-dire comme une figure très particulière de notre paysage médiatique et politique. Cet omni-commentateur, ce commentateur connu de tous et qui était celui qui parvenait à intéresser à la politique ceux qui normalement ne s'y intéressent pas. Vous connaissez la formule de Thibaudet qui dit... Albert Thibaudet, bien sûr, le critique littéraire français qui dit... La politique, ce sont les idées. Je crois que Jean Lapierre lui aurait répondu « Mon Albert, tu te trompes. La politique, c'est d'abord les hommes. La politique, c'est les hommes qui la font. » Et c'était quelqu'un de contact aussi, hein? Oui, et c'était quelqu'un qui avait... Donc, pour lui, la politique, c'était d'abord là où l'homme se déployait. Donc, c'était pas d'abord une querelle idéologique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'idées, mais c'était, pour lui, le domaine où il fallait comprendre l'être humain dans toutes ses facettes. Alors, il connaissait le Québec à la fois, on l'a dit, il pouvait à la fois téléphoner au premier ministre le matin et l'après-midi, faire le tour d'un centre d'achat à Saint-Gérard-de-l'Artichaut où on voudra, finalement, pour prendre le pouls de la population. Il connaissait à la fois les sommets et les bases de la société. Il était profondément enraciné dans le Québec francophone. Donc, il comprenait cette société, il la sentait, en fait. Et je le compare d'une certaine manière à cet oncle taquin et caustique qui, dans un souper de famille, est celui qui connaissait la politique. Parce qu'il en a déjà fait. Il a connu René Lévesque, il a connu Pierre-Éliott Trudeau, il a peut-être même connu Louis Saint-Laurent, qui sait. Autrement dit, il a connu les grands acteurs de la vie politique et il peut commenter avec une forme de, non pas avec un savoir théorique et surplombant, mais à la manière de l'homme qui a vraiment, ça a d'abord été son métier, pour ensuite, il a appris à le commenter, il était lui-même une forme d'institution médiatique. Sa mort, puis par ailleurs, les circonstances de sa mort amplifient le drame, on le sait. Oui. Il allait voir, avec sa famille, les funérailles de son père, et la famille est décimée au moment des funérailles de son père. Ça, il y a quelque chose là-dedans d'absolument atroce. Irreprésentable, en fait. La vie est tout simplement mauvaise devant cela. Mais néanmoins, je pense que aujourd'hui, l'espèce de consensus bien au-delà des lignes idéologiques, l'attachement qui se révèle au personnage, c'est que c'était finalement quelqu'un de la famille. Vous savez, le Québec francophone, c'est beaucoup plus tricoté serré qu'on le dit. C'est une société encore à bien des égards familiale, puis c'est un homme du clan, c'est un homme de la famille qui est mort aujourd'hui, c'est une grande figure de la famille, et je crois que le Québec est en deuil. Richard Martineau, qui était à l'hebdomadaire Voir, avait dit de lui, il le qualifiait de conflit d'intérêts ambulant, parce que il pouvait être commentateur, chef d'antenne, mais il vendait des conseils à des grandes entreprises, etc. Donc, c'est quelqu'un qui trempait un peu partout et qui ne voyait pas vraiment de conflit d'intérêt dans ce qu'il faisait. Je reformulerai. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'était pas journaliste de formation. Oui. Sa vraie nature était une nature politique. Donc, il commentait la politique à partir de son expérience de la chose. Et même s'il n'avait pas de carte de presse, cela dit, toutes les rumeurs convergeaient vers lui, tous les secrets convergeaient vers lui. Donc, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on doit parler de conflit d'intérêts ou quoi que ce soit. On était plutôt devant une espèce de figure inclassable, ni politique, ni journaliste, commentateur. C'est le terme finalement aujourd'hui qui est approprié pour parler de lui. Et on le sait, il avait ses préférences. Plusieurs de mes amis péquistes disent que Jean Lapierre était un spin libéral ambulant, comme on dit. C'est-à-dire, c'était l'écho du Parti libéral. Mais de temps en temps, il savait chauffer les siens, il savait les contester, il savait brasser son propre parti. Et il faut pas oublier qu'au moment de Meach, en 1990, il l'a soutenu. C'était un des fondateurs du Bloc québécois. Exact. Donc, c'était un libéral qui avait le sens de l'honneur québécois. On était devant un personnage complexe, mais surtout, je crois, qui connaissait la politique dans toutes ses facettes, dans tous les types d'hommes qui s'en mêlent, et c'est probablement ce qui fait que c'est un personnage aussi attachant. Vous avez lu les confessions post-référendaires de Chantal Hébert avec qui il avait collaboré? Non seulement je les ai lus, mais j'ai recensé le livre sur mon blog du journal. Recensé et encensé ou Oui, c'était réussi comme livre, c'est-à-dire on a compris le partage des tâches. Jean Lapierre était celui qui permettait d'avoir le contact avec les hommes politiques et il orientait un peu les questions. Ensuite, Chantal Hébert était celle qui pilotait les entrevues. Le livre était très réussi. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un ouvrage qui cherchait à voir ce qui serait passé si Louis avait passé.
autrement dit, une forme d'ouvrage, moins de politique fiction, qu'on cherchait à voir les acteurs de l'époque, leur dire, bon, qu'aviez-vous prévu si Louis passait? De ce point de vue, il a fait un travail très utile parce qu'il nous montrait toute une facette du référendum de 95 qui nous échappait jusqu'à présent, c'est-à-dire comment les différents acteurs s'étaient préparés à la possibilité d'une victoire souverainiste. Avez-vous eu des prises de bec avec lui ou pas, Mathieu? On est un peu personnel, mais des prises de bec en ondes, je veux dire, officielles. Non, on a participé à une soirée électorale ensemble ou deux. Aux élections de 2012, je crois qu'on avait été sur quelques panels ensemble. Oui. On n'analysait pas la politique de la même manière. J'imagine, oui. J'ai tendance à y voir davantage les mouvements de fond, le travail des idées, les philosophies qui s'affrontent. Vous êtes plus européen, vous, en fait. On peut dire des choses comme ça. À tout le moins, c'était... je n'ai pas la même expérience de la politique qu'il n'avait non plus. Donc mais lui, c'est un gars de terrain. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes un gars de livre. Oui, et puis on n'analyse pas la politique de la même manière, mais j'ai le souvenir d'une très agréable soirée électorale où il savait nous faire rire de mille manières, par ailleurs, avec son sens de la formule inégalé. On en parle souvent de manière un peu légère de son sens de la formule, mais pourtant, c'est fondamental, parce que qu'on le veuille ou non, c'est par des formules qui frappent, des formules qui claquent, qu'on est capable de capter l'imagination populaire, et il avait ce talent, ce don immense. Vous parliez il représentait bien le Québec, tricoté serré, etc. Il y a quelque chose qui vient menacer tout ça, c'est l'immigration, les seuils d'immigration. Ça, c'est un des sujets de vos réflexions politiques récemment. Vous semblez penser que les libéraux veulent... vous l'affirmez, ils veulent monter les seuils d'immigration. Vous dites c'est beaucoup trop élevé, etc. Il y a un risque. Qu'est-ce que vous... Alors ça, effectivement, c'est un tout autre débat. Puisque récemment, l'actualité politique était si foisonnante qu'il fallait commenter plusieurs éléments. Tout à fait. On le sait, le Parti libéral de Philippe Couillard veut augmenter les seuils d'immigration de 50 000 à 60 000. Oui. Bon. Et là, finalement, la CAQ et le PQ même finalement dit non, c'est pas une bonne idée. Réaction tout de suite de Philippe Couillard qui dit... vous soufflez sur les braises de l'intolérance, accusation d'extrême droite, comme d'habitude. Et là, il faut voir le délire absolu que ça représente. C'est-à-dire, au Québec, être d'extrême droite consiste à ne pas vouloir augmenter les seuils d'immigration. Donc, si moi je dis, je suis pour le maintien à 50 000, je suis d'extrême droite. Selon ce que disait Couillard, finalement, c'est que vous aviez une pente naturelle d'extrême droite. Et si je suis à 49 000, je suis Hitler. Alors là, moi, ce que je dis, on a une espèce de débat piégé, mais piégé. Parce que si je comprends bien, si la position ouverte, c'est 60 000, la position fermée, c'est 50 000. Quelle place pour des gens comme moi et comme bien d'autres qui croient qu'on doit réduire significativement les seuils d'immigration parce que nous avons dépassé depuis longtemps notre capacité d'intégration. Les nombres d'immigrants qu'on reçoit dépassent depuis longtemps notre capacité d'intégration. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut rappeler qu'on ne doit pas jouer dans le jeu de la respectabilité politiquement correcte, médiatique, dominante, qui nous amène à finalement accepter les faux termes de débat. Le débat au Québec, c'est pas 50 000 ou 60 000. Le débat, ça doit être politique d'immigration massive ou réduction significative des seuils d'immigration. À 50 000 immigrants par année, on est dans une politique d'immigration massive et j'en veux au Parti nationaliste de jouer la comédie, de se faire croire qu'ils sont fermes quand ils se contentent de dire qu'on n'augmentera pas. Et si j'ajoute votre argument premier avec Jean Lapierre où on était très côté serré, on était comme une grosse famille, un petit peu, vous n'avez pas dit incestueuse, mais un peu collés les uns avec les autres. Tous ces immigrants qui viennent, beaucoup auront de la difficulté à rentrer dans ce maillage extrêmement serré de la famille québécoise. Il y a du vrai là-dedans. C'est une société très accueillante, le Québec, mais il faut réussir à y entrer. C'est-à-dire, c'est une société un peu familiale à sa manière, quelquefois. Exact, oui. Et il faut un certain code propre à la famille. Oui. Comment voulez-vous qu'un Sénégalais ou quelqu'un d'autre puisse connaître ces codes dans tel jeu? Je constate, dans chaque culture, c'est difficile d'y entrer. Je constate qu'une figure comme Boukhar Diouf, par exemple, a remarquablement compris tous nos codes, au point même de nous les expliquer. C'est quand même pas mal. Rire. Akosh Verbossi, dans son livre Rhapsodie québécoise, nous explique aussi comment il a vu finalement, il a compris les codes de l'intégration à cette société de manière assez remarquable. Donc non, je pense qu'il est possible de s'y intégrer encore. Mais il n'y a pas 50 000 à cause de Verbossi ou 50 000 à Boukhar Diouf. Donc, je veux dire, c'est possible. C'est tout ce que je disais. Par ailleurs, on a un problème fondamental. Le parti, c'est une dimension politique là-dedans, il faut la dire. Le Parti libéral, structurellement, du moins, peine à gagner des votes chez le Québec francophone. Le Parti libéral est devenu un tiers parti dans le Québec francophone. Or, plus
plutôt que d'aller chercher à gagner des électeurs dans le Québec francophone, il trouve plus simple aujourd'hui de faire venir des électeurs de l'étranger et de se renouveler son corps électoral par l'immigration massive. C'est sa seule préoccupation? Je pense Il n'y a pas de vision à long terme pour un peuple québécois? Je pense que fondamentalement, le calcul est à court terme. Et par ailleurs, il y a aussi la vision multiculturaliste canadienne qui domine aujourd'hui au Parti libéral du Québec. Le PLC a colonisé le PLQ, pour le dire ainsi. Pierre Elliott Trudeau a colonisé le parti de Robert Bourassa. Philippe Couillard est désormais le maître de ce parti. Donc, je crois qu'il y a aussi cette vision comme quoi, si on est fermé à l'immigration massive, c'est qu'on est en fait partisan de la fermeture à l'autre. Et dans les hauts cas du Parti libéral du Québec, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'immigrants? Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le calculer. Quand même, il faudrait joindre la geste à la parole. Non, je pense qu'il faut. Oh oui, vous voulez dire effectivement, le Parti libéral fait en fait dans des comtés les plus multiethniques, les plus culturellement d'origine autre que québécoise, le Parti libéral fait élire ses ministres francophones. Ça, effectivement, faut le dire. C'est un parti qui envoie ses ministres francophones souvent dans les comtés où les francophones sont tout à fait minoritaires. Par ailleurs, il y a une autre chose qu'il faut noter, c'est que le Parti libéral, je crois surtout sous Philippe Couillard, adhère à la vision un peu simplette d'un certain patronat qui nous dit l'immigration est nécessaire à la prospérité, à la croissance et tout ça. Alors, pour peu qu'on pense au remarquable livre publié en 2011 de Marois et Marois et Dubreuil, Le remède imaginaire, on constate deux choses. Premièrement, l'immigration ne va pas rajeunir la population, contrairement à ce qu'on a dit. Il faudrait avoir des seuils démesurés pour être capable de ça. Et deuxièmement, ce n'est pas une variable fondamentale de la prospérité économique. Alors, mais c'est une variable fondamentale de la vie politique. De la vie politique. Mais les deux sont liés, vous pensez pas, Mathieu? Je crois que l'argument qu'on nous présente toujours, c'est que l'immigration massive est indispensable à la prospérité. C'est faux. Il faut cesser de colporter ce mensonge. Ce qui est vrai, c'est que l'immigration massive est indispensable à la survie du Parti libéral du Québec. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je crois que les partis nationalistes devraient, d'une certaine manière, cesser de quêter la respectabilité de leurs adversaires et dire clairement, nous renversons la politique. Nous sommes désormais partisans d'une réduction significative, pas d'une fermeture des frontières, personne ne dit ça, mais ne plus consentir à la politique d'immigration massive. J'aurais mille choses à vous dire là-dessus, Mathieu, mais le temps file. On va passer à un autre sujet. Un nouveau parti de centre-gauche. Vous parlez de l'électorat francophone. Bon, les libéraux, c'est surtout maintenant quelques francophones encore, et beaucoup d'allophones, anglophones. Et le reste du Québec semble, avec ce nouveau parti orphelin politique autoproclamé, vous y voyez un signe de morcellement supplémentaire? Ah oui, absolument. C'est-à-dire, on sait autour de qui ça tourne. C'est autour de l'avocat Paul Saint-Pierre Plamondon, un jeune homme plein de talent. Génération nationale, c'est un des cofondateurs? Oh, non. Génération d'idées. Génération nationale, c'est Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est un mouvement nationaliste plutôt conservateur, absolument de grand talent. Que je vais bientôt avoir en ondes, du reste. Donc, des jeunes de grande qualité, alors que Génération d'idées, c'était plutôt des jeunes trudeauistes qui voulaient se placer dans l'espace public. Une des cofondatrices d'ailleurs, Mélanie Joly, a la carrière politique que l'on sait à Ottawa, c'est-à-dire une carrière qui est politiquement brillante et intellectuellement stupéfiante, pour le dire dans des termes particuliers. Progressiste.
le Québec, ce qu'on doit, vision du qui est commun au Québec, non, ça c'était pour les souverainistes, comme pour plusieurs, il est accepté de laisser de côté. Je suis indépendantiste, mais l'indépendance n'arrivera pas pour un temps, donc trouvons une solution réaliste. Ça, je peux le comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui disent j'étais indépendantiste, du jour au lendemain, je ne le suis plus, ou à tout le moins j'y tiens un peu, mais c'est pas grave parce que tout est possible quand même dans le Canada. Comme si la contrainte objective que faisait poser sur nous le Canada disparaissait du moment où on cesse de rêver le pays. Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup de souverainistes, de gauche surtout, le pays, ce n'était pas une réponse à ce qu'on pourrait appeler une situation de subordination nationale objective dans le Canada. Le pays canadien. Non, le pays québécois. Pour eux, l'indépendance, c'était l'occasion d'un rêve. C'était l'occasion d'un nouveau Québec, un Québec qui serait refondé. Lyrique, romantique et tout ça. Mais ce n'était pas une réponse politique à la situation d'un Québec coincé dans une fédération qui le nie. À cause d'un mauvais diagnostic? Je pense à cause d'une négation du politique. Non, c'est pas le bon terme. D'un oubli du politique. C'est-à-dire, pour eux, l'indépendance, c'était lyrique. Pour eux, l'indépendance, c'était morale. Pour eux, l'indépendance, c'était social. Et une réaction face à l'humiliation du passé. Oui, mais c'est comme s'il ne répondait plus à une réalité au temps présent. Alors moi, ce que je dis, par exemple, à la fois à la gauche et à la droite, disons ça comme ça. Si vous voulez une politique d'affirmation de l'identité nationale très claire, eh bien, le cadre de 1982 va peser sur vous inévitablement. Si vous voulez une politique de développement social, pardonnez-moi, la structure fiscale du Canada va vous empêcher de mener cette politique. C'est pas simplement, on est condamné à agir avec les moyens qu'Ottawa nous laisse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Le pouvoir québécois n'est pas un pouvoir insignifiant. Le pouvoir québécois peut faire des choses dans une direction ou dans une autre. Mais ce que je constate pour l'instant, c'est que lorsque les gens cessent d'être souverainistes, au sens où cessent de combattre pour la souveraineté, ils s'imaginent que tout est possible désormais, comme s'ils étaient délivrés d'un boulet qui se nommait une option souverainiste contraignante. Y a-t-il moyen de sortir de ce clivage, Mathieu? De la souveraineté. En 2 minutes. Oui, souveraineté fédérale, oui, je crois qu'il y a 2 manières d'en sortir. Soit on sort du Canada, ou soit on abandonne la souveraineté. Je constate que pour plusieurs, il semble désormais plus facile d'abandonner la souveraineté que de sortir du Canada. Il y a probablement une autre option, étrangement. C'est-à-dire, quand on est... J'avais écrit un papier là-dessus récemment, de difficultés souverainistes. On sait que l'indépendance n'est pas pour demain matin. Nous le savons. Il est possible qu'il y ait la nécessité d'un programme commun nationaliste. C'est-à-dire des nationalistes, pas une foi commune, mais un programme commun. La gauche, le centre, la droite s'entendent autour d'un programme commun nationaliste pour renverser les libéraux. Le problème, c'est que je crois que la gauche préfère être à gauche avant d'être nationaliste, la droite préfère être à droite avant d'être nationaliste, et les indépendantistes préfèrent être indépendantistes avant d'être nationalistes. Alors justement, Mathieu, j'ai l'impression, en vous écoutant, que tous les souverainistes sont en fait pris, c'est une question de langage. Nous sommes pris, en tant que province, dans le langage imposé par Ottawa. Et la vraie révolution qui devrait y avoir lieu au Québec, c'est d'abord d'être maître de son propre langage, de ses propres concepts, les enraciner non pas dans une réaction contre Ottawa, mais dans un passé ici, et qui commence pas justement en 1763, mais bien avant. Il y a certainement la nécessité de rénover notre imaginaire politique, de rénover notre langage politique. Et d'être maître de notre langage. Mais cela dit, vous me permettrez d'être un peu plus politique que vous. Vous l'êtes toujours, le cadre institutionnel, le régime politique dans lequel se déploie notre existence collective n'est pas insignifiant sur notre capacité à parler de nos propres conditions. J'ai pas dit ça. Je dis évidemment. Mais il y a d'autres façons de pouvoir réassumer notre langage. On n'est pas que des êtres d'institution. Non, bien sûr que non. Nous sommes des êtres de culture, nous sommes des êtres de d'histoire, mémoire. De spiritualité, de plein de choses. Bien sûr. Mais lorsqu'on parle, cela dit, d'un programme commun des nationalistes, nous sommes à ce moment-là des êtres politiques. Ce que j'espère chez les nationalistes, c'est avoir quelque chose comme une capacité de s'entendre sur un minimum vital. Parce que ce minimum vital, nous ne sommes plus capables de l'identifier, j'ai l'impression. Nous sommes chacun s'enfonce dans son rêve, chacun s'enfonce dans son idéal, et pendant ce temps-là, le Parti libéral gouverne pour l'éternité. Et ça, c'est une catastrophe. Donc vous croyez à l'éternité, Mathieu, c'est pas mal déjà. Seulement lorsque ça concerne l'avenir du Parti libéral. Mathieu, hélas. Merci beaucoup, Mathieu.